Ici André de la Roseville, bienvenue à vos nouvelles d'ici, édition du 12 février 2017. Voici le contenu de l'émission de cette semaine. Monsieur Roch-Audet nous parle de la nécessité d'un réservoir sécurité incendie pour la ville de Bonaventure. Lors de la dernière réunion de la MRC Rocher-Percé, il a été mentionné qu'il y aura des élections à Percé à l'automne 2017. Monsieur Antoine Boissé-Gadouri nous informe sur la baie des Saveurs et du point de chute situé à Passepébiac. Madame Jessica Bellil, de la Chambre de commerce Baie des Chaleurs, nous présente la 19e édition du défi Ose entreprendre. Nous avons assisté pour vous au bilan de la mise en œuvre de l'Alliance pour la solidarité et l'inclusion sociale dans la MRC Bonaventure. Nous avons rencontré le maire de Bonaventure, M. Roch-Audet, qui nous a parlé du projet de réfection de l'avenue Louisbourg et surtout de l'importance du projet du réservoir sécurité incendie. On a rencontré les citoyens, on a informé les citoyens de notre projet, on a revu, je vous dirais, la structure du projet pour faire un nouveau règlement d'emprunt. Donc, la semaine dernière, on a passé un avis de motion et on a fait aussi une adoption du règlement d'emprunt qui va se situer à 9 700 000. Ce projet de règlement d'emprunt-là inclut la réserve incendie qui est le noyau de notre projet. Ça inclut aussi la réfection de la rue Louisbourg dans l'état qu'elle est actuellement. Puis, ça inclut aussi l'émissaire. Un émissaire, en fin de compte, c'est toute l'eau pluviale qui sort à la mer. Donc, il faut le revoir, il faut le reconstruire pour s'assurer qu'il y ait suffisamment la capacité d'absorber l'ensemble de l'eau de la rue. Donc, ça, on a fait on a revu ce règlement-là la semaine dernière. On l'a adopté. Puis, on est dans le processus. Il y a eu un avis aussi d'émis. Il y a eu un tract d'envoyer aussi à la population, informant la population des tenants et des aboutissants du projet. Puis, il demeure que s'il y a des gens qui veulent toujours s'objecter au projet, bien, il y a un registre de signature la semaine prochaine, donc le 14. Mais je vous dirais que pour l'instant, nous, ce qu'on entend et ce qu'on connaît des intentions de la population, c'est qu'on a rencontré les objectifs, donc on a rencontré leurs demandes, on s'est repositionné le projet. Puis là, on a tout simplement fait ce que la population souhaitait, c'est-à-dire un projet uniquement sur les dépenses qui vont être admissibles. C'est-à-dire que la piste multifonctionnelle ne sera pas dans le projet. Puis on a revu aussi le règlement d'emprunt sur la période de 30 ans. Donc, au lieu de 40 ans, on l'a ramené sur 30 ans. C'est ce que les gens s'est exprimé. Puis on a revu le projet dans ce sens-là. Puis pour le réservoir, c'est vraiment une question de sécurité, c'est vraiment prioritaire. Tout à fait. Écoutez, le réservoir incendie, en 2006, la commission scolaire nous avait demandé à la Ville que la sécurité incendie pour le secteur professionnel soit assurée. Puis il y a eu un engagement à ce moment-là sur 5 ans de réaliser le projet. Donc, c'était 2011, l'entente. Puis en 2012, la Ville avait déposé un projet dans le cadre d'un programme du gouvernement, du ministère des Affaires municipales. Ça n'avait pas passé à ce moment-là. Donc, le programme la demande ne respectait pas le programme. Nous, on a repris ça quand on est arrivé au pouvoir. On a repris le dossier, on a donné un nouvel enlignement. Puis l'enlignement qu'on a pris, c'est de se focusser sur la réserve incendie. Puis aujourd'hui, je vous dirais que tout cadre bien pour que le projet soit admis. Donc, il reste seulement la signature finale du fédéral dans le programme. Puis on s'attend à avoir des annonces sous peu. Il y a plusieurs annonces qui se font actuellement avec ce programme-là, qui est le programme FEPTE. C'est un fonds d'aide à l'eau potable. Donc, on attend les réponses sous peu. Là. Mais la réserve incendie, écoutez, c'est une question de pression, c'est une question de sécurité pour nos résidences de personnes âgées, pour la commission scolaire, pour nos bâtiments comme la coop aussi. On a eu une expérience malheureuse la semaine dernière avec un feu qui est arrivé sur l'avenue Port-Royal qui a on l'appelle le main, mais c'est le circuit principal d'eau qui vient desservir la ville. Puis tous les citoyens se sont aperçus qu'ils ont manqué de pression dans la soirée de vendredi soir. Là. Donc, en prenant de l'eau de ce circuit-là, automatiquement, ça a pénalisé le village. Donc, avec un réservoir incendie au village, on va éliminer cette situation-là. Pour une période de temps, je pense, de 16 à 24 heures, c'est ce qu'on attendait des ingénieurs. Donc, la réserve incendie, c'est le noyau. Puis, concernant la piste multifonctionnelle, en parallèle, je continue à le travailler pour acheter du financement, mais il n'est pas dans le règlement d'emprunt d'aujourd'hui que les gens ont eu l'information dernièrement. Puis le début des travaux, ça sera prévu pour quand? Ça, c'est la question cruciale. Là. Le plus tôt sera le mieux, bien évidemment, mais avec tous les délais qu'on a engendrés dans la dernière semaine, je vous dirais que là, on s'attend autour du mois d'août, le début des travaux. Mais on a demandé au gouvernement quand même d'avoir une prolongation parce que la date butoir là, pour la reddition de compte, fin des travaux, c'est au mois de mars 2018.
c'est très, très, très court pour des travaux de cette envergure-là. Donc, le travail qu'on fait actuellement, c'est de sensibiliser le gouvernement de la contrainte supplémentaire qu'il nous donne, donc de la risque aussi d'avoir des prix plus élevés. Il y a plein de choses à ce niveau-là qu'il faut qu'on regarde, là. Mais au niveau de la réalisation de travaux, c'est trop court. Puis on leur demande de prolonger ce délai-là. Des élections sont prévues pour la ville de Percé à l'automne 2017. Voici ce qui a été dit lors de la dernière réunion de la MRC Rocher-Percé à ce sujet. Bonjour tout le monde. Je vais commencer juste en faisant un petit mot, puis ensuite on ira avec l'ordre du jour. Je voulais juste informer les citoyens que vous avez vu passer dans les journaux qu'il va y avoir des élections à Percé en même temps que les élections municipales, donc à l'automne 2017. C'est une décision qui n'a pas été prise à la légère. Au départ, la MRC, la position qu'on avait, c'était qu'on voulait avoir des élections le plus rapidement possible. Mais on est allé consulter les conseillers qui restaient, on a parlé aussi aux permanents, on a parlé à des citoyens à Percé. Et ce qu'on a constaté, c'est que la volonté des citoyens de Percé était de reporter les élections et les garder en même temps que les élections municipales à la grandeur du Québec. Alors, hier, on a eu une conférence téléphonique. M. Warren était avec nous. Il y avait aussi les deux conseillers, M. Daniel et M. Méthode, qui étaient avec nous. Moi-même, M. Lelièvre et Sébastien Proulx, le ministre qui est attitré à notre région. Et la décision a été prise que le MAMO va continuer à laisser Percé là, sans conseil municipal jusqu'à l'automne 2017. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que la commissaire va continuer à prendre les décisions administratives qui ont lieu. Par contre, tout chemine très bien. S'il y a de la représentation politique à faire, il y a quand même 3 conseillers qui sont là. Et moi, on s'est déjà parlé, s'il y a de la représentation politique à faire, je vais le faire avec eux. Alors, je pense qu'on va être capable de bien laisser continuer, cheminer les dossiers. C'est certain qu'il n'y aura pas de grandes décisions qui vont se prendre, mais les dossiers vont continuer à cheminer. On va être capable là, de faire avancer les choses. Alors, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, M. Warren? Non, c'est bien expliqué, un peu comme tu viens de dire. Mais moi, c'est moi qui, en étant pour maire, c'est moi qui signe les registres. Mais en signant le registre, je peux en refuser d'en signer aussi. Oui, exactement. Ça, là, il n'y a personne qui va nous pousser à dire oui tout le temps. Et je pense que c'est ça fait que, oui, c'est ça qu'on s'avait dit, moi et toi. Ça fait que le restant de la ville est bien administré. On a Félix Caron, on a Gémon Vibert, puis une couple d'autres personnes sont très bonnes. Puis tout ce qu'on a comme budget qui a été voté au mois de novembre, on a du surplus un petit peu. Puis sur certaines places, on a eu des bons surplus. Tandis qu'il y a des surplus un petit peu. C'est pas des surplus d'1 million, mais c'est des surplus de 50-100 000 à des places. Ça fait que la ville, je trouve qu'elle est très bien administrée comme c'est là. Puis là, il y a eu des grosses demandes qui s'est faites au point de vue refaire le littoral. C'est ça qui a un peu influencé les décisions qui s'est passées. Parce que juste refaire le littoral, là, ça va prendre beaucoup d'ouvrages, du personnel en dedans. On parle de Félix, Mme Hubert, Linda Marie? Ghislain. Oui, Ghislain, puis tout le personnel qui est en dedans. Ça va prendre beaucoup d'ouvrages et beaucoup de temps. Ça fait que c'est un peu pour ça que la décision est rapportée avec d'autres choses à l'automne. Exactement. Alors, c'était juste pour, je voulais prendre une minute pour qu'on en parle, pour qu'on adresse la situation, parce que là, ça passe dans les journaux, mais c'est juste pour rassurer les citoyens là, que la décision n'a pas été prise à la légère. On va continuer à rester à l'écoute de tous les citoyens. Il y a quand même des permanents qui sont en place, il y a quand même des conseillers qui sont en place. Je suis élue par la population de Percé aussi, alors sentez-vous très à l'aise de nous contacter si jamais il y a quoi que ce soit. Et à l'automne, on va tous se préparer pour des belles élections à Percé, en même temps que toutes les autres municipalités d'ailleurs. Mercredi passé, nous nous sommes déplacés dans les locaux du collectif alimentaire où nous y avons rencontré M. Antoine Boissé-Gadouri, qui nous a informés sur la baie des Saveurs et du nouveau point de chute situé à Passepébiac. La baie des Saveurs, c'est un regroupement de producteurs agricoles, biologiques ou en voie de l'être. Puis nous autres, on se regroupe ensemble pour faire de la mise en marché commune. Puis de la manière que ça marche, c'est que les produits de chacun sont affichés sur une plateforme web, sur Internet. Puis là, les gens, ils viennent commander les produits qu'ils veulent à chaque 2 semaines. Puis, dans le fond, nous autres, le mercredi, une fois ou 2 semaines, on vient livrer les produits
dans chaque point de chute, dans le fond, il y en a un à Passepébiac maintenant, puis sinon, il y en a déjà depuis longtemps à Carleton, Maria, Bonaventure, Caplan, New Richmond. Ça, dans le fond, les gens commandent d'avance, ils arrivent au point de chute, puis là, on a des légumes et d'autres produits divers. Il y a du fromage aussi, des pousses, des produits transformés comme du pain, des pains pita, des bagels, etc. Puis on leur donne leur commande, puis ils nous payent à ce moment-là, puis ça encourage les producteurs locaux. Dans le fond, nous autres, on est installés au collectif alimentaire à Passepébiac, c'est proche des serres Cerfeuil. On est 3 jeunes entrepreneurs. On se part une coopérative agricole. Ça s'appelle la ferme coopérative Les Potagers Partagés. Puis nous autres, on veut se spécialiser dans le maraîchage diversifié. Puis on veut tout vendre comme en proximité. C'est que soit au marché public ou on veut faire un kiosque à la ferme qu'on vendrait sous la forme d'ardoises, dans le fond. Puis les ardoises, c'est... Le principe de ça, c'est comme un compte client que le consommateur achèterait au printemps. Puis là, à chaque fois qu'il vient après ça au kiosque à la ferme, bien là, il peut débiter, disons qu'il a donné 350 $, puis là, il prend pour 20 $ de légumes. Bien là, il enlève 20 $, donc il est rendu à 330 $. Puis il peut venir quand il veut. Les heures d'ouverture sont quand même assez larges. Fait que là, nous autres, notre objectif cette année, c'est d'avoir 50 clients d'ardoises, là. Puis on est situé sur la 6e avenue à Passepébiac, dans Saint-Pédis. Nous autres, on a choisi la forme coopérative parce qu'on est... l'entrepreneuriat social, ça nous inspire, là. Puis le but, c'est plus de se créer des emplois confortables, convenables, que vraiment d'accumuler du capital ou de faire de l'argent. C'est ça, on focus sur le travail. C'est pour ça qu'on a choisi la coop de travail. Nous avons rencontré Mme Jessica Bellil de la Chambre de commerce Baie des Chaleurs, qui nous a présenté la 19e édition du défi Ose entreprendre. Bien, en fait, le défi Ose entreprendre, c'est la 19e édition. Avant, ça s'appelait le Concours québécois en entrepreneuriat. Donc, depuis 2 ans, là, c'est rendu le défi Ose entreprendre. Ça s'adresse à tous les gens du Québec. Nous, on s'occupe du volet régional en Gaspésie. Le défi est comme séparé en deux portions, là, si on veut. Là. Il y a un côté qui est pour l'entrepreneuriat étudiant, puis il y en a un qui est pour l'entrepreneuriat, dans le fond, le démarrage d'entreprise. Donc, entrepreneuriat étudiant, on parle des jeunes qui vont à l'école de première année à l'université. C'est sûr qu'ici, en Gaspésie, on n'a pas d'université, donc on s'arrête au collégial. Puis l'idée, c'est que ces jeunes-là font des projets entrepreneuriaux dans leur milieu, dans leur école. Souvent, là, c'est vraiment diversifié là, comme projet. Nous, on est plus le volet régional. Donc, avant nous, il y a le volet local. Quand c'est les écoles, c'est facile. Là, c'est vraiment la personne, le professeur qui parle avec une conseillère à la commission scolaire qui déjà a fait la promotion au sein des écoles. Du côté plus création d'entreprise, il y a les MRC, il y a les conseillers aux entreprises dans les MRC que les gens peuvent contacter. Puis souvent, quand ils sont en démarrage, ils ont déjà un lien avec ces personnes-là, donc ils les connaissent. Si je prends la MRC de Bonaventure, c'est François Bugeaud qui s'occupe de ça. Donc, chacun a un conseiller en entreprise qui peut les aider. Sinon, il y a le site Internet www.oseentreprendre.québec. Juste taper « Ose entreprendre » dans Google, puis vous allez trouver. Et là, c'est possible de remplir le formulaire d'inscription, puis de s'inscrire pour le volet local. Puis ensuite, il y a le volet... une fois que le volet local est fait, il y a un jury au niveau local qui décide. Puis après, c'est le volet régional qui est notre cas. Donc, on va former un jury, puis on va juger des projets. Puis ensuite, les gagnants au volet régional sont envoyés au volet national. Et là, ça se passe en juin. Puis, c'est des bourses quand même intéressantes. Là, ça peut aller de 2 000 à 5 000 $. Donc, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui démarre ou pour des jeunes. L'argent est réinvesti dans l'école pour d'autres projets. Fait que c'est super intéressant. C'est surtout pour quelle tranche d'âge? Scolaire, c'est vraiment pour le niveau scolaire. Mais après ça, c'est peu importe l'âge, ça peut être de 18 ans comme à 65 ans, dans le fond. Tant que c'est une entreprise qui n'a pas fait de profit dans la dernière année, elle peut appliquer au Concours québécois en entrepreneuriat, qui est maintenant le défi Ose entreprendre.
Puis un truc qui est super intéressant, c'est pour les gens qui avaient participé au concours entre 1998 et 2011, eux, même s'ils n'ont pas été gagnants à cette époque-là, peuvent se réinscrire, puis si l'entreprise fonctionne toujours. Et dans chaque région, on a une bourse de 5 000 $ qu'on remet à une entreprise qui s'est déjà inscrite au concours. Donc, c'est pour voir si cette entreprise-là s'est vraiment bien développée au cours des années, là, puis si elle est encore vivante, puis si elle a fait de nouvelles acquisitions. L'année passée, qui ont gagné, c'est la microbrasserie Le Naufrageur, qui avait eu une bourse à l'époque de 10 000 $. Là, le concours a diminué à 5 000 $, mais quand même, ça peut être intéressant pour une entreprise. Puis, c'est ça. Donc, on invite toutes les entreprises qui avaient participé. Puis, justement, on en choisit une par région, donc qui va aller aussi au volet national, qui peut gagner là, un grand prix de 10 000 $. Là, c'est la 19e édition. Oui. Fait que ça fait 19 ans que ça existe. Oui, ça se perpétue dans le temps. Puis on a vu beaucoup d'entreprises qui ont participé, qui sont toujours vivantes et qui existent toujours. Puis il y a des jeunes qui ont sûrement participé avec leur classe puis qui ont développé leur désir d'entreprendre à ce moment-là, puis maintenant qu'ils sont rendus des adultes puis qui, là, sont devenus des entrepreneurs. Donc, ça sème ça fait son chemin, dans le fond, ce concours-là. Y a-t-il un numéro que la population peut vous rejoindre? Pour de l'information? Oui, vous pouvez nous appeler à la Chambre de commerce au 418-534-0050. Moi, c'est Jessica, donc ça va me faire un plaisir de répondre aux questions. Puis j'invite les gens à contacter aussi leur MRC puis leur conseiller d'entreprise parce qu'ils vont pouvoir aussi remplir le formulaire avec une personne qui va les aider à mieux répondre aux questions. Y a-t-il des dates limites pour s'inscrire? Oui, les gens ont jusqu'au 14 mars pour postuler en ligne. Donc, vraiment, sur le site Internet, là, toutes les informations sont disponibles. Puis c'est vraiment fait pour aider les gens à s'inscrire facilement. Puis aussi, un point que j'ai oublié de mentionner, c'est que cette année, le défi Ose entreprendre s'allie avec le grand défi Bâtir ma région, qui lui aussi est dans les écoles pour développer le sentiment d'entrepreneuriat chez les jeunes, de développer le désir d'entreprendre, en fait. Et ce qui est le fun avec le grand défi Bâtir ma région, c'est que quand on s'inscrit à ce défi-là, ça fait plusieurs défis, là, mais quand on s'inscrit au grand défi, on a des informations pour faciliter l'inscription au défi Ose entreprendre. Donc, si on s'inscrit à un, bien, c'est facile de s'inscrire à l'autre, fait que ça donne encore plus de visibilité au projet, puis ça donne encore plus la chance de gagner des bourses pour les jeunes qui veulent s'inscrire dans un projet entrepreneurial. Puis c'est un prix, c'est un prix qui est distribué ou qu'il y a plusieurs? Bien, il y a plusieurs. Dans le fond, pour les jeunes, chaque niveau scolaire reçoit une bourse. C'est des bourses de 500 $ qu'on remet au régional. Puis après, si le projet est choisi, ça s'en va au provincial. Puis c'est des bourses de 2 000 $ qui sont remis aux étudiants. Puis pour création d'entreprise, nous, régionalement, on offre des bourses de 1 000 $. Puis ensuite, ça dépend ça peut aller jusqu'à 5 000 $ au provincial. Mais c'est aussi pour la visibilité que ça peut donner à l'entreprise de recevoir une mention lors du gala régional qui va avoir lieu au mois de mai dans la MRC d'Avignon. Le 30 janvier dernier, à la Maison des jeunes de Caplan, avait lieu le bilan de la mise en œuvre de l'Alliance pour la solidarité et l'inclusion sociale dans la MRC Bonaventure. En voici un court résumé du rapport synthèse de la démarche d'approche territoriale intégrée. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action gouvernemental pour la solidarité puis l'inclusion sociale, le PAC-6, qui ont réalisé des alliances, puis un fonds qui venait avec ça, le Fonds québécois d'innovation sociale. Ensuite, c'est le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale qui s'occupait de signer les ententes avec les conférences régionales des élus, les CRE, pour le déploiement de l'approche territoriale intégrée. Fait qu'à ce moment-là, chaque région avait le choix de décider de son fonctionnement. Fait que comment ça a été décidé pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine? Bien, la CRE a décidé de diviser l'enveloppe par territoire pour que l'approche territoriale intégrée se fasse à l'échelle locale, en fond locale mais territoriale, en fonction des besoins de chacun des territoires. Fait qu'eux, dans le fond, la crise a décidé de fonctionner comme ça parce qu'elle s'est dit que ça allait davantage répondre aux besoins, puis ça allait être les gens de la place qui allaient pouvoir réfléchir ensemble, se concerter, travailler ensemble pour mettre en œuvre la démarche. Fait que tout ça dans au niveau de la pérennité, puis de la prise en charge des communautés, puis dans toute cette esprit-là un petit peu.
Puis il y a quand même, donc ça a été divisé en 6 territoires, puis il y a quand même une partie de l'enveloppe globale qui a été gardée à la CRE, qui était pour des initiatives régionales. Les projets régionaux ne passaient pas par les tables locales, mais étaient présentés au comité de gestion que je vais vous présenter un peu plus loin. Là. Puis il y avait possibilité d'avoir des sous dans cette enveloppe-là pour des projets qui touchaient plus d'un territoire de l'INSEE. Donc là, l'ATI, l'approche territoriale intégrée, c'est une façon de faire, une façon de travailler ensemble. Donc, c'est sur des principes de participation, de mobilisation du milieu, des partenaires, pour une approche multisectorielle qui vise la même chose, lutter à la pauvreté et l'exclusion sociale. C'était d'asseoir à une même table différents intervenants, que ce soit des milieux de la santé, du milieu scolaire, des milieux communautaires, les asseoir ensemble pour voir comment est-ce qu'on pourrait mieux répondre aux besoins des personnes vulnérables, en travaillant ensemble puis en réalisant des actions peut-être plus en commun pour arriver à des résultats plus... c'est déjà des beaux résultats, mais des résultats qui allaient durer plus longtemps dans le temps qu'on faisait ensemble. Les premières étapes, ça a été d'élaborer un portrait global de la réalité sociale du territoire pour illustrer la situation socio-économique. Puis après ça, il y a eu une tournée d'information puis des consultations dans le but d'informer les gens de la démarche. Puis les informer quant au constat, les besoins, tout ça qui était imminent dans la région. Donc, les enjeux qui ont été priorisés, il y en avait 3. Le premier, c'était la sécurité alimentaire et le développement de l'autonomie alimentaire. Puis le deuxième, l'estime de soi, pas juste chez les jeunes, mais à tous les groupes d'âge. Puis finalement, l'éducation populaire, la lutte aux préjugés. Avec la fin de l'Alliance, puis la non-annonce d'une nouvelle Alliance, il y a eu une inquiétude au niveau de la table de partenaires à se dire, si toi tu t'en vas chez vous, mais ça, puis que nous autres, on a notre day off, là, puis qu'il y a eu une nouvelle Alliance au mois de janvier, là, on n'a pas passé, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être tout à recommencer? Veut pas, on va être encore interpellés à participer. Fait que nous, on va prendre 2017, là, puis on s'engage par écrit à continuer la mobilisation avec toi, puis on trouvera bien moyen de faire quelque chose d'utile en attendant un développement social pour être prêt à recevoir soit une nouvelle alliance, recevoir un programme, un fonds, peu importe. Ils disent que normalement, ce qui devait se passer avec le démantèlement des structures régionales, c'était qu'ils voulaient davantage donner le pouvoir aux MRC. Peut-être bien que les programmes vont arriver directement dans les MRC. On ne le sait pas. Dans le fond, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est ce qu'on allait perdre, mais on ne sait pas ce qu'on aurait à gagner. Fait qu'avec cet engagement-là, on entame une démarche de réflexion. Il y a une proposition qui a été faite lors d'un lac à l'épaule au Conseil des maires en octobre dernier, de faire un pas en arrière, dans le fond, puis de réfléchir à notre développement social qu'on souhaite pour la MRC, à large. Aînés, famille, logement, transport, tout le kit au complet, pour pouvoir se doter de grandes orientations, pour pouvoir être mieux outillés quand il va arriver ces programmes-là ou cette nouvelle alliance-là, avoir déjà des documents, avoir un cadre de référence, avoir une politique en développement social, puis d'avoir un plan d'action à long terme, pas associé à des fonds, mais quelque chose avec de ce qu'on veut faire plus tard. Puis quand les fonds arriveront, ben là, on aura de quoi pour dire où est-ce qu'on les enlève. On aura déjà un travail de base de fait. Fait que c'est ce qu'on va faire en 2017. Là, je travaille actuellement sur un plan de travail pour mettre chacun de ces livrables-là, le cadre de référence, la politique, les consultations, tout ça, de quelle façon on va organiser ça dans le calendrier. Mais on a une rencontre cette semaine avec la table des partenaires en développement social. Ça sera plus juste le comité ATI. Puis là, ben, vous allez être informés, là, ça va être annoncé de quelles seront nos prochaines étapes et quels sont les résultats qu'on va avoir avec ça. Puis qui sait, on ne sait pas, peut-être qu'en 2017, il y aura des nouvelles alliances ou d'autres choses d'annoncer, mais je pense que ce travail de fond-là qu'on veut faire de réflexion, il va falloir qu'il se fasse de toute façon. Au pire, ça changera peut-être un petit peu l'échéancier pour faire les choses en même temps, chevaucher les nouveaux programmes, puis en même temps continuer la démarche de réflexion. Mais en tout cas, le Conseil des maires était enthousiaste à cette idée-là de partir cette réflexion-là. Fait qu'ils ont prolongé mon contrat d'1 an. Fait que la MRC met même des sous dans la démarche de réflexion pour moi. Puis on a trouvé d'autres partenaires, dont CASA, qui met des sous aussi pour la démarche privée des chaleurs actives en santé. Puis un de nos défis aussi avec cette démarche de réflexion-là, on voudrait voir transparaître davantage les besoins des communautés anglophones.
représentent une bonne partie du territoire. Mais trop souvent, ils sont peut-être moins amenés à se prononcer lors des séances des conseils des maires. Fait qu'on connaît moins bien, je pense, leurs besoins. Fait qu'on va porter une attention particulière. C'est pour ça que CASA est partenaire aussi. Ils vont pouvoir m'accompagner. Des fois, c'est peut-être pas la même façon d'animer. C'est peut-être même pas les... Avec leur soutien, on va pouvoir rentrer plus facilement dans ces communautés-là, puis de voir transparaître vraiment leurs besoins au travers de la réflexion qui va se faire. Pour terminer, voici maintenant votre chronique Rendez-vous. Les membres du comité du Centre communautaire de Saint-Pédis remercient tous les participants au succès de la 15e édition du Carnaval du Centre communautaire de Saint-Pédis, qui s'est tenu du 22 au 29 janvier 2017, espérant pouvoir compter à nouveau sur votre précieuse collaboration et disponibilité pour l'année prochaine. Après-midi amateur, dimanche le 19 février 2017 à 14h au local des Chevaliers de Colomb de New-Carlisle. Bienvenue à tous. WIS militaire, lundi le 20 février 2017 à 20h au Centre communautaire de Saint-Pédis. Le Club des 50 ans et plus de Saint-Pédis vous invite à une soirée dansante samedi le 25 février à 20h30 au Centre communautaire. Musique Eddie Whittam, Ronald et Georges, entrée 5 $. Soirée de danse organisée par le Club des 50 ans et plus de Saint-Siméon, samedi le 18 février à 20h30 à la salle municipale de Saint-Siméon. Tournoi de crible au Club des 50 ans et plus de Bonaventure le samedi 25 février à compter de 13h à la salle Bono-Arsenault. Inscription 418-392-0280. Tournoi de crible samedi le 18 février à 13h à la salle communautaire de Hopetown. 10 $ par personne. Veuillez inscrire votre équipe avant le 16 février. Bingo cadeau, vendredi le 24 février à 19h30 à la salle communautaire de Hopetown. Voilà ce qui complète l'édition de vos nouvelles d'ici du 12 février. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine.